Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très déco, et plus précisément comment aménager un jardin en terrasse. Alors tout d'abord Patricia, on va définir ce qu'est un balcon ou une terrasse. C'est un espace effectivement qui permet de prendre l'air lorsqu'on habite dans un immeuble, et donc c'est un espace où on va aussi pouvoir s'adonner aux joies du jardinage. Alors Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes configurations qu'on peut rencontrer ? Alors effectivement, il y a différents types et profils de terrasses. On va tout d'abord commencer Patricia par le balcon. Le balcon, c'est la plus petite entité. C'est en fait un espace qui est assez réduit, pas très large, 80 cm à 1,20 m de large, et qui peut être plus ou moins long en fonction de la configuration du bâtiment. On peut avoir des balcons qui vont faire 1 ou 2 mètres carrés, et puis on peut avoir aussi des balcons qui sont des balcons filants, c'est-à-dire qui vont longer la façade et relier différentes pièces de l'habitation, et là on a effectivement un peu plus de place. Alors ensuite, on va avoir une terrasse. La terrasse. Le principe de la terrasse, on a une surface un peu plus importante, de 4 mètres carrés à une dizaine de mètres carrés. Là, l'espace est beaucoup plus important. On va pouvoir cultiver des végétaux. On va aussi pouvoir utiliser cet espace pour mettre une table, pour se tenir, pour profiter de l'extérieur. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter les terrasses sur toit ? Alors effectivement, Patricia, ça c'est la dernière entité que l'on va rencontrer. Ce sont carrément des jardins sur toit. Et vous l'avez dit, on est en configuration supérieure, par-dessus des bâtiments. Et là, on a pas mal d'espace puisqu'on va avoir des terrasses qui vont faire plusieurs dizaines de mètres carrés jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés. Et si on redescend au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on fait de ces terrasses en rez-de-jardin ? Alors là, c'est une configuration qu'on va rencontrer aussi, qui concerne peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de terrasses urbaines, en milieu urbain. Mais effectivement, on peut avoir, lorsqu'on a un jardin, une terrasse qui est en rez-de-jardin et qui va effectivement s'ouvrir sur son jardin. Alors maintenant, si vous pouviez nous donner quelques conseils pour l'aménager, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors en matière de conception, la première chose que l'on va faire, c'est définir les usages que l'on fait de cet espace. Est-ce que c'est un espace à vivre, sur lequel on va disposer du mobilier, déjeuner, se reposer, jouer ? Est-ce que c'est un espace sur lequel on va installer des contenants de culture pour jardiner, s'adonner au plaisir du jardinage ? Donc quand on a l'aménagement d'une terrasse à faire, en fonction de sa surface, on va définir ces espaces, les espaces qui sont dédiés aux usagers de la terrasse, et les espaces qui sont dédiés aux végétaux. Je suppose qu'il y a des réglementations particulières à respecter quand on fait un tel aménagement ? Effectivement, les réglementations, elles sont généralement prescrites par les copropriétés, le syndic ou l'architecte qui va effectivement donner des éléments indiquant le poids que l'on peut installer sur la terrasse, indiquant aussi peut-être les matériaux que l'on va pouvoir utiliser. Il y a des normes, des couleurs, des textures, des aspects, notamment dans les treillages, dans les storbanes, dans les parasols que l'on peut utiliser ou non. Et ça, c'est le règlement de copropriété qui va le définir. Et puis, il y a également des réglementations en matière d'étanchéité, parce que lorsqu'on est sur un jardin sur toit, une terrasse au dernier étage, il y a effectivement des contraintes d'étanchéité qu'il faut prendre en compte pour aménager sa terrasse, et ça c'est le règlement de copropriété qui le définit. Alors pour aménager un tel espace, on prend certainement en compte son environnement. Comment fait-on pour avoir un aménagement propre à l'environnement où on vit ? Alors c'est juste, il va falloir tenir compte de l'environnement de la terrasse, et vous avez raison Patricia. La première chose, c'est l'exposition. Est-ce que je suis en plein soleil ? Est-ce que je suis en plein sud ? Est-ce que je suis à l'est ou à l'ouest ? Avec effectivement une incidence sur la luminosité et surtout la présence du soleil. Je peux être aussi en configuration nord, c'est-à-dire en situation où c'est lumineux mais il n'y a pas de soleil. Là, je vais devoir choisir des végétaux qui sont adaptés à cette configuration. Un autre élément dont il faut prendre en compte, c'est le vent. Quand on est sur une terrasse ou sur un balcon, notamment sur un boulevard, il peut y avoir des vents, des courants d'air importants qui font que les végétaux vont être un peu chahutés. Ça va aussi avoir une incidence sur l'usage de la terrasse. Il va peut-être falloir se protéger de ces vents et de ces courants d'air. Et puis enfin, il y a le voisinage. Lorsqu'on est en milieu urbain, c'est vrai qu'on peut avoir des voisins en face, au-dessus, qui ont une vue plongeante sur la terrasse. Et là, il va falloir se protéger de ces vis-à-vis, soit en installant des végétaux, soit en installant des éléments comme des treillages ou des claustras. Alors une fois qu'on se lance dans la réalisation, est-ce qu'il y a des points très importants à ne pas oublier ? Alors le premier point, Patricia, c'est l'acheminement des matériaux. Vous imaginez bien que pour apporter les matériaux, ce sont les bacs, les végétaux, le terreau, sur une terrasse ou sur un balcon, il va falloir passer par le hall de l'immeuble, peut-être l'ascenseur, des escaliers. Donc c'est très important, avant la conception, de vérifier les dimensions des portes, le passage, de manière à pouvoir manipuler, emmener ces matériaux jusqu'à la terrasse ou jusqu'au balcon.
Est-ce que justement, quand on a un problème d'acheminement par l'intérieur, on a des moyens d'apporter tous ces matériaux, ces végétaux, par l'extérieur du bâtiment? Alors effectivement, c'est ce que proposent certaines entreprises qui, plutôt que de passer par l'ascenseur, parce qu'il y a là aussi quelques réglementations qui peuvent régler l'usage ou non de l'ascenseur, on peut utiliser l'extérieur en utilisant dans ce cas-là un monte-charge. C'est un petit peu comme si on déménageait un appartement. On va utiliser le monte-charge et c'est ce monte-charge qui va nous permettre d'acheminer les matériaux sur une terrasse ou sur un balcon. Et du coup, est-ce qu'on est obligé de faire une location en tant que particulier ou est-ce qu'on doit faire appel à une entreprise pour ça? Alors on peut tout à fait le faire en tant que particulier, effectivement. On peut faire appel à un professionnel, mais attention, en tant que particulier, il faut demander une autorisation parce qu'effectivement, on va mobiliser une surface sur le trottoir, informer aussi le syndic et la copropriété qu'on va effectivement effectuer des travaux qui sont un peu particuliers et qu'il faut faire dans des normes de sécurité particulières. Et pour le choix des contenants, est-ce que vous avez des idées ou des conseils? Alors, la première chose, quand on choisit ces contenants, c'est les dimensions. En fonction de la terrasse ou du balcon, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plus ou moins de place. Ça va conditionner, évidemment, le type de contenant et les dimensions des contenants que l'on va utiliser. Pour cultiver des végétaux, il faut des contenants au minimum de 30-40 cm jusqu'à 50-60 cm de volume. Évidemment, sur un balcon, on ne pourra mettre que des contenants d'une trentaine de centimètres. Lorsqu'on est sur une terrasse, sur un toit, par exemple, on va pouvoir mettre des contenants beaucoup plus importants. Après, en ce qui concerne les matériaux, on a énormément de choix. Vous avez des contenants en bois, vous avez de la terre cuite, du PVC, de l'acier. Alors ça va dépendre d'une part du style de la terrasse, des moyens que l'on a, parce qu'évidemment, il y a des contenants en PVC qui sont meilleurs marché que des contenants en acier ou des contenants en bois. Et puis aussi, du type de végétaux que l'on va cultiver. Un petit détail, Patricia, les contenants en bois, par exemple, ou les contenants en terre cuite, sont des matériaux beaucoup plus isolants que l'acier. Et donc, si on est sur une terrasse exposée au vent ou au froid en hiver, il vaut mieux utiliser ces matériaux isolants plutôt que de l'acier. Et je suppose, Pierre, qu'il ne faut pas se laisser avoir quand on achète ces contenants. Ils doivent être percés, drainés? Effectivement, quand on plante des végétaux, il va falloir assurer le drainage de l'intérieur du contenant, c'est-à-dire le substrat. Et donc, effectivement, s'ils sont percés, c'est tant mieux. S'ils ne le sont pas, il va falloir le faire, car on ne va pas cultiver des plantes aquatiques, on va cultiver des arbustes et des fleurs. Et d'ailleurs, en parlant de drainage, tout ce qui est plantation, qu'est-ce qu'on met dedans? À quel moment on le fait? Alors, la plantation, elle va se faire traditionnellement comme on le fait dans un jardin, le printemps ou l'automne. Et puis, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, une fois qu'on a acheminé tous nos matériaux, les contenants, le drainage, le terreau, les plantes, on va commencer par étapes, tout simplement en positionnant ces bacs. On va ensuite s'assurer qu'il y a bien un trou de drainage. On va ensuite mettre le drainage. Le drainage, c'est ce qui va permettre d'assainir le substrat lorsqu'on arrose un peu trop ou lorsqu'il pleut. Et puis ensuite, on va mettre le substrat et terminer par la plantation. Alors une fois que toutes ces belles plantes sont mises en terre, qu'est-ce qui va autour? La déco, l'éclairage, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors on va distinguer deux choses. On va distinguer les équipements techniques comme l'arrosage et l'éclairage, et puis les équipements plus ornementaux, plus déco, pergola, les jeux pour enfants, barbecue, compost, etc. Alors revenons un petit peu aux équipements techniques. L'arrosage, ça c'est un point extrêmement important. Alors justement, comment fait-on? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un robinet à l'extérieur? Est-ce qu'on peut se brancher dans l'appartement? Alors, c'est évident qu'il est beaucoup plus pratique d'avoir un robinet et de s'assurer de la présence d'un robinet qu'on appelle un robinet de puisage à l'extérieur sur son balcon ou sur sa terrasse, car effectivement, on va pouvoir directement brancher un système d'arrosage automatique ou éventuellement remplir un arrosoir pour arroser ses plantes. Je suppose que si on ne possède pas un robinet à l'extérieur, on peut en ajouter un sans autorisation facilement? Alors, c'est effectivement quelque chose que l'on peut faire sans avoir à demander d'autorisation à la copropriété. Il faut simplement s'assurer qu'on va pouvoir traverser l'appartement, car très souvent, la cuisine se trouve à l'opposé de la terrasse, et la terrasse, elle est souvent proche d'un séjour. Il va falloir donc traverser le séjour avec un tuyau, le dissimuler. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisant de savoir que l'on a un robinet de puisage et la possibilité d'installer un système d'arrosage pour pouvoir partir en week-end ou en vacances tranquillement. Là, on a parlé de l'arrosage. Est-ce qu'on peut installer un éclairage? Alors complètement, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir profiter le soir éventuellement et la nuit de sa terrasse pour effectivement l'embellir avec un éclairage. Alors deux types, là aussi, il faut qu'il y ait une prise qui soit installée à l'extérieur pour pouvoir brancher un système d'éclairage, ou sinon on a aujourd'hui des systèmes à capteurs solaires qui vont alimenter des petites lampes qui vont s'allumer dès que la nuit va tomber. Mais je suppose que ces petits spots qu'on installe dans les bacs, au milieu des plantes, ils vont être certainement en contact avec l'eau. Est-ce que les spots sont des spots particuliers, étanches?
quel type d'éclairage on peut mettre? Alors justement, que l'on soit avec un éclairage qui soit relié au système électrique ou un éclairage solaire, tout ça c'est fait tout à fait normé, c'est-à-dire que les éléments sont parfaitement sécurisés, et donc ces éléments qui sont habilités à être utilisés à l'extérieur, et donc il n'y a aucun risque par rapport ni à l'eau d'arrosage, ni à l'eau de pluie. Maintenant, passons un petit peu à tout ce qui est décoration. Vous nous parliez tout à l'heure des treillages et des pergolas. Effectivement, on va pouvoir équiper, on va pouvoir doter sa terrasse d'un environnement décoratif avec des pergolas, des treillages, des claustras. Alors on citait tout à l'heure le fait de se protéger de vis-à-vis, c'est justement le rôle des treillages et des claustras. Et puis on peut aussi y ajouter des éléments décoratifs, ça peut être des poteries, différents éléments, des objets, des sculptures qui vont venir agrémenter sa terrasse pour en faire un lieu qui soit véritablement personnalisé, qui soit à son goût et qui ressemble aux aspirations des propriétaires. On va pouvoir aussi l'utiliser pour y vivre, on peut mettre des jeux pour enfants par exemple, quand on a de la place ça peut être jusqu'à une table de ping-pong si on a suffisamment de place, et puis pourquoi pas cuisiner, manger dehors, un petit barbecue, une plancha que l'on va pouvoir utiliser lorsqu'on souhaite déjeuner à l'extérieur. Et puis pour les vrais jardiniers qui souhaitent jardiner, l'usage d'un compost est tout à fait possible pour recycler les branches, les feuilles mortes, plutôt que de les jeter, eh bien on va les composter pour en faire du paillis et améliorer ainsi, fertiliser la terre. Alors vous nous parlez du compost et du barbecue, mais moi je pense tout de suite à l'odeur. Alors effectivement, lorsqu'on fait un barbecue, que ce soit avec des sardines ou des saucisses, il peut y avoir des nuisances olfactives. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille de vous référer au règlement de la copropriété qui peut effectivement spécifier l'usage ou non de barbecue, ou en tout cas en limiter l'usage à certains moments de la journée. Alors maintenant, avec tous ces beaux conseils, on a une terrasse, elle est plantée, elle est belle, elle est verte, elle est décorée, on peut s'y prélasser. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, il faut aussi l'entretenir. Tout à fait, Patricia. Et là, vous avez raison. Lorsqu'on plante une terrasse, ça veut dire qu'on met le doigt dans un engrenage. C'est-à-dire qu'il va falloir l'entretenir, l'arroser, la fertiliser. La première chose, c'est effectivement l'arrosage. Tous ces végétaux qu'on a plantés dans des pots, eh bien, ils ont très peu d'autonomie. Contrairement à un jardin où, effectivement, ils seraient en pleine terre, ils ont la possibilité de s'enraciner et de chercher de l'eau en profondeur. Eh bien, lorsque les racines d'une plante cultivée en bac a colonisé l'intégralité de ce contenant et qu'elle n'a plus de recours possible, elle est parfaitement tributaire du jardinier. Il va falloir que le jardinier l'arrose, d'où l'intérêt d'installer un système d'arrosage automatique ou en tout cas régulièrement d'aller surveiller ces plantes pour pouvoir les arroser. Maintenant, je suppose que les systèmes d'arrosage automatique sont simples, mais est-ce qu'ils sont abordables? Complètement. Ils sont extrêmement fiables et tout à fait abordables. On a des systèmes d'arrosage de premier prix qui sont extrêmement fiables, qu'on va brancher sur son réseau d'arrosage automatique. On parlait tout à l'heure de ce robinet. On va, avec un système de goutte à goutte, distribuer l'eau au niveau de chacune des plantes. On va le programmer de manière à ce que tous les jours de la semaine, et surtout pendant les absences, eh bien, l'arrosage soit assuré par ce biais. On sait très bien que dans un bac, la terre sèche vite, d'où l'intérêt d'un arrosage, mais en ce qui concerne l'engrais, la terre s'appauvrit, je suppose, aussi rapidement? Alors effectivement, le terreau que l'on a mis à l'origine, il va effectivement être consommé, la matière organique qu'il contient va être progressivement consommée par les racines et donc il va falloir régulièrement apporter de l'engrais. Alors on va le faire au printemps, lorsque les végétaux démarrent, vers le mois de février-mars, on va faire un apport d'engrais secondaire au mois de juin environ, et puis souvent après l'été, il y a eu un petit coup de mou au niveau des végétaux, on va faire un troisième apport d'engrais de manière à pouvoir soutenir la végétation et la floraison de ces arbustes. Alors les plantes seront bien nourries, donc elles pousseront. Qu'est-ce qu'on fait de la taille? Alors effectivement, lorsqu'on les nourrit, lorsqu'on les arrose, elles vont se développer. Et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir limiter leur ampleur et limiter leur développement. Alors à la fois à l'intérieur de la terrasse et du balcon pour qu'on puisse continuer à l'utiliser, et puis surtout à l'extérieur, parce que là, il y a la réglementation qui stipule que tout ce qui dépasse de la balustrade, eh bien, c'est de la responsabilité du propriétaire de la terrasse. Et donc tout ce qui pousse à l'extérieur de la terrasse, il va falloir le couper ou en tout cas le maîtriser pour éviter qu'il y ait des branches, des feuilles qui tombent sur les étages inférieurs ou voire sur la voirie. Est-ce qu'il y a des périodes idéales pour faire ça? Alors on va le faire au printemps, effectivement, à la sortie de l'hiver, au tout début du printemps. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, Patricia, les végétaux vont pousser pendant le printemps et l'été. On sera peut-être obligé de faire une seconde taille, une seconde intervention de nettoyage au début du mois de septembre pour avoir une terrasse absolument impeccable pendant tout l'automne et pendant tout l'hiver. Alors dans un jardin, la question se pose un petit peu moins, mais en milieu urbain, sur sa terrasse, dans un immeuble, qu'est-ce qu'on fait des déchets végétaux? Alors on peut tout à fait les mettre en sac. Il y a certaines collectivités locales qui proposent de récupérer ces déchets verts et qui vont être ensuite compostés. On peut avoir cette même démarche en tant que propriétaire d'une terrasse et effectivement avoir, comme on le disait tout à l'heure, un point de compostage qui permet effectivement de stocker et de transformer ces feuilles, ces branches en matière organique qu'on va ensuite apporter à nouveau à la surface des bacs pour nourrir les végétaux.
Maintenant que la terrasse est belle et entretenue, Pierre, je vous invite à boire un café dehors. Avec plaisir, Patricia. Quant à vous, chers auditeurs, retrouvez-nous prochainement pour un nouveau podcast Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.